Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter? Bonjour, donc je me présente, je suis la docteure Maude Tastevin, je suis psychiatre au sein du service du professeur Lançon au CHU Sainte-Marguerite. J'exerce les fonctions de chef de clinique assistante, donc ça veut dire qu'en plus de mon travail de médecin au sein de l'hôpital, j'exerce aussi des activités de recherche et d'enseignement au sein de la faculté de médecine de Marseille. Qu'est-ce qu'un gérontopsychiatre? Alors, un gérontopsychiatre, c'est un psychiatre qui est spécialisé dans la santé mentale des personnes âgées. Donc, on n'a pas d'âge prédéfini, mais on va commencer à recevoir des patients qui ont environ 60 ans ou plus. Et on a plus particulièrement 3 profils de patients. Donc, ce sont soit des patients qui souffrent d'une pathologie psychiatrique de longue date et qui vieillissent, soit ce sont des personnes qui n'ont jamais eu de problème de santé mentale et qui, à un âge avancé, vont commencer à présenter des problèmes de santé mentale. Ou alors, ce sont des personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer ou le Parkinson, et qui vont présenter des symptômes psychiatriques associés à leur pathologie. Comment pratiquez-vous? Comment travaillez-vous vos séances? Alors, moi je suis arrivée tout récemment au sein de l'hôpital, puisque j'ai exercé 2 années au Québec avant de venir en France après mon internat en 2019. Pour le moment, je propose des consultations de gérontopsychiatrie. Donc ce sont des consultations qui sont plus longues que les consultations de psychiatrie parce que, en fait, en plus de l'évaluation psychiatrique, je vais faire aussi une évaluation plus psychosociale, notamment je vais m'intéresser à l'environnement du patient, à son autonomie à la maison. Je vais aussi réaliser des tests de mémoire dits de débrouillage, donc c'est pas des tests très poussés, mais ça permet de voir si déjà il y a des problèmes au niveau de la mémoire, au niveau du langage, et d'autres domaines cognitifs, donc c'est assez compliqué, mais il y en a plusieurs, en tout cas mémoire, langage et moteur. Et donc je vais aussi réaliser un examen physique neurologique un peu plus poussé que ce qu'on fait habituellement dans une consultation de psychiatrie traditionnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans les consultations de psychiatrie traditionnelle, on va dire de l'adulte, on va surtout faire un examen psychiatrique et quand on va évaluer le patient sur le plan neurologique, on va s'intéresser plutôt aux effets secondaires des médicaments, donc s'intéresser aux mouvements anormaux et pas faire un examen neurologique complet qui évalue aussi la marge, plein de choses. Voilà. Très bien. Comment vos patients vous sont-ils adressés? Alors, il y a de plusieurs manières, soit par leur médecin traitant, soit par leur psychiatre traitant, soit par des neurologues et des gériatres qui ont besoin d'un avis supplémentaire par rapport à un trouble neurocognitif ou parce qu'ils pensent que les plaintes qu'ils avaient, elles étaient plus d'allure psychologique que vraiment organique. Et aussi les patients, en cherchant sur Internet, ils me trouvent et ils téléphonent. Voilà. Quels sont les principaux troubles mentaux de la personne âgée? Alors, faut savoir que la personne âgée, elle a été quand même très peu étudiée, aussi bien sur les études épidémiologiques que dans les essais cliniques. Donc, on a quand même quelques données, en tout cas les plus récentes sont en date de 2017. Il y a les estimations de l'OMS qui disent que c'est la dépression et les démences qui sont les maladies mentales les plus importantes, suivies après par les troubles anxieux et tout ce qui va être les addictions et les troubles d'usage de l'alcool, des drogues. Et en Europe, il y a eu quelques études qui, elles, ont montré que c'était plutôt les troubles anxieux qui étaient au premier plan, suivis des démences, suivis de la dépression et suivis des problèmes d'addiction. Donc, faut retenir en tout cas que c'est les troubles anxieux, la dépression, la démence qui sont les 3 pathologies les plus fréquentes et au second plan et qui sont quand même fréquentes de l'ordre de 1 à 4% les problématiques d'addiction. Et quels sont les principaux signes qui doivent alerter les proches par rapport à leurs aînés? Alors, c'est vrai qu'on a tendance à mettre beaucoup de choses sur le compte du vieillissement. Il faut savoir que quand on vieillit, il n'y a pas de raison d'être plus isolé. Il n'y a pas de raison que la personnalité se modifie, de devenir plus routinier, de devenir plus méfiant, ou de changer complètement de personnalité, de se mettre à être très désinhibé alors qu'on l'était pas, ou de développer une phobie sociale alors qu'on n'en avait jamais eu jusqu'ici. Tout ce qui va être une rupture avec l'état antérieur,
va devoir un peu nous alerter. Aussi, il n'est pas normal quand on prend de l'âge de perdre la mémoire. C'est pas normal de perdre du langage. Au contraire, notre vocabulaire s'enrichit avec l'âge. Donc, la seule modification, on va dire, cognitive qu'on a chez le sujet âgé, c'est un ralentissement global. Il va être plus lent pour faire les choses, mais il va toujours arriver à les faire. En ce qui concerne la santé mentale, effectivement, il y a des pathologies psychiatriques qui peuvent arriver à un âge avancé et qui vont s'exprimer un peu de manière différente. Donc, un patient qui se met à moins converser en repas de famille, qui va avoir beaucoup plus de plaintes organiques que d'habitude, ça peut être des signes aussi qui doivent alerter, surtout quand finalement il n'y a pas de cause retrouvée. C'est-à-dire le médecin généraliste, normalement, il va vérifier la vision, l'audition pour expliquer pourquoi la personne a participé moins aux conversations. Si tout ça est normal, si aussi il n'y a aucune pathologie organique qui peut expliquer des douleurs intenses et invalidantes ou un retrait, à ce moment-là, il a tout intérêt à rediriger son patient vers un neurologue et un psychiatre ou un des deux, en tout cas, pour faire le point sur si c'est pas un début de démence ou si c'est pas un début de trouble psychiatrique. D'accord. Donc, c'est tout ce qui ne correspond pas à l'état qu'on connaît, normal, de la personne, qui doit pouvoir inquiéter. Et quand j'imagine, ce changement reste dans la durée. Pas forcément. Dans les démences, en fait, on peut avoir des fluctuations. On peut avoir des épisodes d'apathie, de dépression pendant quelques mois, puis être d'un coup désinhibé, puis être d'un coup agressif. Donc, il y a quand même, voilà, des symptômes qui peuvent être assez riches. Et même dans les expressions de certaines pathologies comme la dépression, ça peut prendre des masques un peu différents. On va avoir des dépressions dites hostiles, où le patient va tout refuser, va s'énerver, va être très irritable. On peut avoir des dépressions qui vont ressembler même à des démences. Donc c'est des patients qui vont plus être actifs, plus savoir cuisiner, plus savoir perdre un peu. On a comme l'impression qu'ils n'arrivent plus à bien s'exprimer, qui perdent un peu la mémoire. Ça peut prendre aussi ces formes-là. Donc en fait, la présentation clinique, elle va être aussi différente. Donc les gros changements de personnalité, les retraits inhabituels, la perte d'autonomie à la maison, se mettre à cuisiner moins bien ou à plus cuisiner du tout, ne plus arriver à payer ses factures, commencer à faire des erreurs en conduisant, tout ça, il faut pas le mettre sur le compte du vieillissement normal. Hein, il faut le mettre sur le compte d'un vieillissement pathologique et il faut comprendre ce qui se passe. Que faire en cas de doute ? En cas de doute, il y a plusieurs choses à faire. Donc c'est sûr que si vous avez un médecin traitant, il faut toujours en parler d'abord au médecin traitant qui, lui, est capable aussi de faire des tests de dépistage de mémoire, évaluer votre humeur et aussi faire un examen clinique complet. Si vous n'avez pas de médecin traitant, vous pouvez effectivement solliciter le gériatre, le psychiatre ou le neurologue. En fait, on va au plus vite parce que plus vite on prend en charge, plus vite on détecte ces signes-là, mieux ce sera pour préserver l'autonomie à long terme. Que ce soit une pathologie psychiatrique ou une démence, l'idée c'est de maintenir le plus longtemps le patient autonome avec une belle qualité de vie. Et plus on prend les choses tôt, et plus c'est efficace. Oui, parce que traiter efficacement une dépression, ça réduit le risque d'apparition des démences. Traiter précocement une démence, on peut mieux anticiper les choses pour la famille, on peut mettre en place la rééducation, on peut rentrer dans des projets de recherche, parce que les projets de recherche actuellement vont concerner des patients qui sont en début d'évolution de démence. On peut aussi plus facilement arriver à distinguer les démences entre elles, parce que ce qui va les distinguer, c'est par quoi ça commence, alors que si on arrive déjà trop tard, toutes les fonctions cognitives sont atteintes et on ne sait plus où donner de la tête. Donc c'est maintenir finalement la qualité de vie, un environnement confortable pour le patient et surtout éviter qu'il soit dans une grande souffrance, parce que ces personnes-là, elles sont dans une grande souffrance. Et encore plus quand on le met sur le compte de l'âge. Ah c'est pas grave, c'est papy, il râle, il est âgé, c'est normal, il perd un peu la tête, il a 80 ans. Sauf que pour les personnes âgées, quand on se met à leur place, c'est très difficile de perdre en fait ses capacités cognitives, de perdre son moral. Voilà. Donc il faut faire être très vigilant, pas hésiter à consulter pour ça et aller au plus vite. Et donc pas forcément se poser la question de qui je vais voir en premier, mais de qui va me recevoir en premier. Et après, pas hésiter à demander un deuxième avis. Parce que c'est pas rare que y ait des tests de mémoire qui soient à 30 sur 30, mais que cliniquement, on est quand même un patient qui fasse des oublis, qui oublie que son petit-fils est venu hier pour son anniversaire, qui oublie qui était présent à son dernier Noël, mais qui peut avoir des tests positifs, ça reflète pas forcément la réalité clinique.
Donc à ce moment-là, d'aller voir des personnes qui ont un peu plus expérimenté et qui savent faire des tests un peu plus discriminants, ben ça peut être un plus aussi. Donc pas hésiter à multiplier un peu les avis quand on a des gros doutes et qu'on voit qu'il y a vraiment une discordance entre ce que le premier médecin a trouvé et ce qui se passe en réalité. Et surtout qu'aussi ça se dégrade avec le temps. Donc on peut consulter un médecin et avoir un score à 30 sur 30, puis 6 mois après, en fait, se rendre compte que avec les mêmes symptômes, les scores ont diminué et ça peut être des signes de début de démence. Est-ce qu'il faut consulter au-delà d'un certain âge, 60 ans, ou dès qu'on a une suspicion, à 50, 55, aller consulter? C'est plus rare les démences du sujet jeune, mais elles sont possibles, elles sont souvent invalidantes et elles prennent des formes moins classiques et plus comportementales. Donc avec des manifestations psychiatriques au premier plan qui peuvent être sévères, invalidantes et qui peuvent résister aux médicaments. Donc oui, il faut pas hésiter dès qu'il y a un changement de toute façon, mais peu importe l'âge, dès qu'il y a une rupture avec l'état antérieur, il faut aller consulter. Pourquoi recherchez-vous de façon systématique les signes de démence? Justement parce que le pronostic il est différent, parce que quand on a affaire à une démence débutante, on va devoir faire une annonce diagnostique au patient et à sa famille sur le fait qu'il n'y aura jamais de retour à l'état antérieur. Non seulement le retour à l'état antérieur il va jamais se faire, mais surtout ça va s'aggraver avec le temps. Et puis c'est que ça ne concerne pas que les symptômes psychiatriques. Il va y avoir des symptômes cognitifs, des symptômes moteurs qu'il va falloir observer, voir quand est-ce qu'ils apparaissent et les prendre en charge quand ils apparaissent. Donc ça va demander beaucoup plus de vigilance, beaucoup plus d'organisation par rapport aux soins. Les traitements médicamenteux sont au cœur de votre pratique. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme j'ai expliqué plus tôt, cette tranche d'âge, cette population, elle a été très peu incluse dans les études pharmacologiques. On sait qu'avec le vieillissement normal, nos organes, tout notre système, nos organes, notre système même de régulation, ne serait-ce que de la tension, de la température, fonctionne un peu moins bien. Et le moindre stress, on va être plus fragile et on va moins bien réagir à des stress environnants. Au-delà de ça, c'est la même chose avec les médicaments, c'est-à-dire que notre système vieillit, donc on les métabolise moins bien, notre rein va moins bien on va dire absorber le médicament et l'éliminer. Il en est pareil pour le foie, il en est pareil pour les récepteurs aux médicaments qui vont se modifier en qualité et en quantité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer comme on va moins bien absorber ce médicament, il va être moins efficace et on va avoir plus d'effets secondaires. Et avec le vieillissement, on va être plus sensible à l'hypotension orthostatique et à la confusion, donc à des altérations de la vigilance. En fait, on peut avoir des problèmes neurologiques plus facilement avec une prise de médicaments. Il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est la polypharmacie. Donc quand on a plus de 5 médicaments sur son ordonnance, il y a un risque d'interaction avec les médicaments, il y a un risque de mortalité qui est accru, un risque de perte prématurée d'autonomie. Enfin, il y a plein de risques. Et donc, il faut se poser la question de l'utilité du médicament. Donc, je prends l'exemple d'un patient qui a fait une dépression très sévère il y a 20 ans, qui a eu du coup besoin d'avoir un antidépresseur, plus ce qu'on appelle un traitement adjuvant, ça peut être un antipsychotique, puis il a eu des troubles du sommeil, donc on lui a prescrit un hypnotique, puis il a été anxieux, donc on lui a prescrit des benzodiazépines, ce qui fait déjà 4 médicaments. Alors pour peu qu'il ait de l'hypertension, qui est un peu elle aussi résistante, et donc on met 2 antihypertenseurs, un diabète qui va nécessiter de la metformine et puis de l'insuline. Alors là, on va avoir une ordonnance à rallonge, et à ce moment-là, c'est pas que la responsabilité du psychiatre, mais c'est tout médecin doit se dire maintenant où il en est dans l'évolution de sa maladie. Est-ce qu'il a besoin d'avoir autant de médicaments pour finalement une dépression qui est stabilisée? Alors il va falloir commencer à déprescrire. Et ça, c'est le gros du travail, parce que le patient, il prend ses médicaments depuis des années, donc ça lui fait peur. Il se souvient de l'état dans lequel il a été quand il a eu cette dépression sévère. Il n'a pas envie de revivre ça à 60 ou 75 ans. Ça fait peur à la famille, ça fait peur un peu à tout le monde. Donc là, maintenant, il existe des groupes de travail. En tout cas, au Québec, il y a un réseau de déprescription qui va aider et assister les médecins dans la déprescription des patients. Donc ça se fait pas n'importe comment, on n'arrête pas les médicaments du jour au lendemain. Ça se discute avec le patient, ça se discute avec finalement l'évolution de sa maladie. Est-ce qu'il est stabilisé ou pas? Est-ce qu'il y a des signes résiduels ou pas? Et finalement, par quoi on commence? Et on va commencer bien sûr par déprescrire le traitement adjuvant et laisser l'antidépresseur de fond.
puis après mettre l'antidépresseur à dose minimale efficace, et après pourquoi pas l'arrêter ou le changer pour un antidépresseur qui est connu pour être plus efficace et mieux toléré chez la personne âgée. Donc là, c'est pas un patient qu'on va voir une fois tous les 3 à 6 mois. Quand on entame des prescriptions, sur même certains médicaments, ça va avoir presque nécessité une hospitalisation pour justement évaluer l'évolution de la maladie à l'arrêt des traitements et aussi tout ce qui est les symptômes d'arrêt ou de ce qu'on appelle de sevrage de certains médicaments. Et les prescriptions dont vous parlez, elles concernent uniquement les pathologies psychiques ou vous pouvez aller sur le terrain des autres maladies? Alors quand je vais aller sur le terrain des autres maladies, je vais écrire à mes confrères. Parce que moi, je suis pas, j'ai des bases en médecine générale, mais de fin d'internat. Donc, je vais leur dire, voilà, vous suivez ce patient pour une hypertension artérielle. Où est-ce qu'il en est dans la prise en charge de sa maladie? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mettre un médicament mieux toléré? Ou est-ce on est obligé toujours d'associer une bithérapie? Ça va être pareil avec, voilà, ça va être vérifié, en tout cas, qu'il a un suivi régulier sur toutes les pathologies qu'il a avec sa maladie mentale et interroger son thérapeute sur est-ce qu'il y a toujours besoin des médicaments, oui ou non, et s'il y en a toujours besoin, est-ce qu'on peut pas réduire un peu le nombre de médicaments sur l'ordonnance. Donc c'est un travail en réseau. C'est un travail en réseau, exactement. Vous avez rédigé en 2019 une thèse qui a été très remarquée sur la RTMS dans la dépression résistante. Donc la RTMS, c'est une technique de stimulation cérébrale non invasive qui est efficace pour soigner les dépressions résistantes, notamment chez les personnes âgées. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Donc la RTMS, c'est une méthode de stimulation cérébrale qui a l'avantage de ne pas être invasive. C'est-à-dire on ne va pas rentrer dans le cerveau pour stimuler. On va pas avoir besoin d'anesthésie générale comme pour la sismothérapie. Ça peut être fait en ambulatoire, on n'est pas obligé d'être hospitalisé. Et surtout, ça a l'avantage d'être très bien toléré. Il y a très peu d'effets secondaires et les effets secondaires qu'il y a sont peu graves et durent pas longtemps. Ça va être généralement des maux de tête ou un peu de la fatigue après les premières séances. L'avantage chez nos personnes âgées, c'est que justement, on cherche à avoir le moins de médicaments possible sur une ordonnance. Et quand ils commencent à résister à la dépression, on va avoir tendance à se dire, soit on va augmenter la posologie de notre médicament et donc prendre le risque qu'il ait plus d'effets secondaires, soit changer un médicament, et on le sait, les médicaments de seconde ligne, ils ont déjà de base des effets secondaires un peu plus conséquents, et donc encore plus chez les sujets âgés, ou alors ajouter un autre médicament pour potentialiser, ce qui fait un médicament de plus sur ordonnance. Donc en fait, on augmente le risque d'effets indésirables, et on le sait, les psychotropes chez les sujets âgés, ça augmente la mortalité, le risque de chute, ça diminue la force des os, donc c'est plus à risque de fracture. Enfin, il y a plein de risques associés avec les psychotropes, donc on va tout avoir intérêt à s'orienter vers des méthodes alternatives comme la stimulation magnétique transcrânienne. Donc actuellement, la stimulation magnétique transcrânienne sur les patients qui résistent, donc des patients qui déjà réagissent mal au traitement de première ligne, on a des réponses cliniques chez 40% d'entre eux, avec la bobine et le protocole qu'on utilise. Les études ont montré que chez les sujets âgés, il y a un autre facteur limitant qui est la diminution de volume du cerveau. Et donc, en fait, peut-être qu'en changeant les protocoles qu'on applique chez les adultes, donc en augmentant un peu l'intensité, en mettant des bobines un peu plus pénétrantes dans le cerveau, en augmentant la durée du soin, on va arriver à avoir peut-être une plus grande efficacité. Ça, il reste à l'évaluer aussi. Et le gros avantage de la RTMS, contrairement à la sismothérapie par exemple, au-delà du fait qu'il n'y a pas d'anesthésie générale à faire, il n'y a pas d'effets secondaires cognitifs. Et même certaines études ont montré que c'était pro-cognitif, et c'est d'ailleurs étudié dans la maladie d'Alzheimer aussi. Donc il y a potentiellement plein de possibilités en matière de recherche. Ça peut être très intéressant pour les patients. En tout cas, ça peut donner de bonnes idées pour les études futures. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview, et puis on vous retrouve dans le live prévu le 6 octobre à 12h30 sur la chaîne YouTube de la Psychiatrie du Soleil en direct. Ok, avec nous. Je répondrai avec plaisir à toutes les questions. Merci.